Donc je vais vous présenter les faux maîtres de la revue Itinéraire. Alors en introduction, je vais vous présenter la réforme intellectuelle et morale de Jean Madiran. Alors, vous avez bien entendu, la réforme intellectuelle et morale de Jean Madiran. C'était le principe fondateur de la revue Itinéraire. Ce pourquoi il a fondé Itinéraire. Donc Jean Madiran expose les principes de cette réforme dans le numéro 55 de Présent, qui reprend son discours aux Journées d'amitié française du 30 novembre 1980. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réforme? C'est une idée qui a un siècle maintenant. Au lendemain de la défaite de 1871, un certain nombre de penseurs, et parfois ceux qu'on aurait attendu le moins, se mirent à estimer que cette défaite surprenante, humiliante, avait des causes intellectuelles et morales. Des hommes aussi peu traditionnels, aussi peu réactionnaires, aussi peu cléricaux, aussi peu nationalistes que Taine et Renan. On connaît Renan, Tréguier. T-A-I-N-E. S'avisèrent de l'abaissement de la France, que l'abaissement de la France était quelque part dans les idées intellectuelles et morales issues de 1789. Idées dominantes dans le gouvernement, dans l'opinion et dans l'enseignement. Ils ne virent pas du premier coup en quoi et pourquoi ces idées étaient débilitantes, mais ils eurent la pensée de les mettre en question et de proposer d'en changer. Telle est l'origine du projet de réforme intellectuelle et morale. Il s'agit de réformer la mentalité dominante, parce que cette mentalité est un facteur de décomposition. Oui. Mais qu'est-ce qui vous choque ou ne vous choque pas? Enfin, qu'est-ce qui cloche ou ne cloche pas? Pour l'instant, il n'y a pas le lien, mais ça voudrait dire que c'est Renan qui plante la graine, on va dire. Voilà. Que Madiran va faire pousser. C'est impressionnant. Pour un soi-disant grand défenseur de la foi catholique. Attendez. Il ne trouve pas d'autre référence à sa réforme intellectuelle et morale que Ernest Renan. C'est un séminariste apostat qui a écrit des livres blasphématoires sur Jésus-Christ. Il avait la haine de la religion catholique. Mais c'est pas pour ça que c'était un décadent total. Lui, il voulait justement la grandeur de la France, il voulait que la France soit prospère, etc. Donc, il y avait une recherche, si vous voulez, de biens naturels. Et attendez, on n'a pas besoin de ces gens-là pour avoir des principes de reconstruction. Les catholiques avaient bien mieux, et surtout, ils avaient les vrais principes pour reconstruire. On ne va pas reconstruire uniquement avec des principes humains et naturels, hein, en même temps que le maître ouvrage d'Ernest Renan, c'est sa vie de Jésus-Christ. Je ne vous explique pas la vie de Jésus-Christ revue et corrigée par Renan. C'est une horreur. Donc vous trouvez ce texte, je vous le rappelle, dans le journal Présent de Noël 1980. Dans l'itinéraire numéro 101, il est rappelé que pendant l'année 1965, un appel aux évêques a été lancé par Michel de Saint-Pierre, Jean Housset et Jean Madiran. Alors, si vous voulez, cet appel aux évêques 1965, c'est bien avant toute la fraternité et toutes ces choses-là. Donc c'était les seuls qui luttaient
contre la presse moderniste et progressiste et gauchiste. Voyez. Donc ils avaient un certain écho, c'était quand même la référence, c'était les seuls qui protestaient ouvertement, publiquement. Donc les trois se réunissent pour faire un appel aux évêques. Ils ont écrit une lettre à tous les évêques de France qu'ils ont envoyé à chacun. Donc ces trois noms sont à retenir: Michel de Saint-Pierre, Jean Housset et Jean Madiran. Le redressement intellectuel s'attache d'abord, pour Madiran, à condamner des idées et des événements des années 56 à 66. Dans ses éditoriaux, il s'attaque au communisme. Madiran, il a ses petites obsessions. Il y a quelques sujets qu'il traite tout le temps. Ça revient sans arrêt, puis il martèle. Alors c'est le communisme, l'os politique de l'Église, c'est-à-dire justement cette politique de conciliation, ce que les communistes ont appelé la politique de la main tendue. Cette expression politique de la main tendue est très importante, elle est officielle. Hein. C'est la main tendue des communistes aux catholiques, et les catholiques l'ont prise. C'est-à-dire qu'ils ont pris la main des communistes pour agir ensemble dans certaines actions, dans certaines manifestations, etc. Il défend aussi l'Algérie française contre le gaullisme. Et se heurte à toute la presse catholique. Voilà. Point. C'est quand même impressionnant de vide. Mais quand on voit les choses superficielles, oh c'est super, c'est anticommuniste, c'est pour l'Algérie française. Oui, bon, d'accord, mais comme s'il y avait que ça dans la vie. Il y a des bons trucs, et il y a des bons trucs qui, à ce moment-là, étaient importants pour les gens. Oui, mais le reste à côté. Voilà, oui, mais c'est ça. Voilà le problème. Vous voyez, c'est que tout n'est pas mauvais. Attention, c'est ce que je disais ce matin. Et Madiran a mené des combats pour le catéchisme qui étaient remarquables. Et heureusement qu'il était là pour les mener. Mais je veux dire, il y a la fausseté, elle est dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui n'est pas enseigné, justement. Alors, voyons un petit peu plus précisément qui est Jean Madiran. Alors, son état civil, c'est Jean-Louis-Georges Arfel, A-R-F-E-L. Jean Madiran, c'est son nom de plume. C'est un pseudonyme. Il est né le 14 juin 1920 à Libourne, à côté de Bordeaux. Il étudie à Bordeaux, il découvre un peu par hasard Charles Maurras en seconde, puis saint Thomas d'Aquin en première année de Cagnes. Il préparait l'aide supérieure, et même normale supérieure. Mais il a échoué à Normal Sup. Alors il prépare une licence de lettres en faculté. Il consacre son DES à la description, à la définition du romantisme d'après l'œuvre et la pensée de Charles Maurras. Donc tout de suite, vous voyez, dès ses études supérieures, Madiran est formaté complètement par Charles Maurras. C'est un maurassien pur jus. Pendant la guerre, il se montre un fidèle du régime de Vichy. Il est admis dans l'ordre de la Francisque. Ma seule allégeance temporelle a été à l'égard du maréchal Pétain, qui m'a admis dans l'ordre de la Francisque avec le serment auquel je demeure fidèle. Alors, avant 1956, il est rédacteur de l'Action française, sous son vrai nom, Jean Arfel. Il signe ses articles Jean Arfel. Après la guerre, il continue dans le journalisme, une carrière qu'il avait commencée très jeune.
l'avez. C'est en quelle année que l'action française a été condamnée? Ah bah ça, c'est dans les années 30. Oui, c'est Pie XI. Oui, oui, oui. Tandis que là, justement, dans les années 50, Pie XII avait relevé l'excommunication. D'accord. Donc, après avoir beaucoup écrit dans les journaux, enfin après, en même temps qu'il écrit dans les journaux de Maurras, il écrit dans les journaux d'opposition nationale. Il collabore aux Écrits de Paris. Mais là, sous le pseudonyme de Jean-Louis Lagore. Donc Jean-Louis Lagore, c'est Jean Madiran. C'est Jean Arfel. Ça, c'est le même personnage. Mais ce qui est important de voir tout de suite, c'est que c'est essentiellement un journaliste. Madiran, c'est pas un philosophe, c'est pas... Même s'il a fait de la philosophie, hein, attention, il a fait des études de philosophie, il n'est pas nul, mais c'est un journaliste, comme Maurras. Vous voyez, ces gens-là sont des journalistes. Et ça marquera profondément l'esprit de leur revue et de leurs lecteurs. Un esprit superficiel. On ne va pas au fond des choses. On survole les sujets, et tous les sujets possibles et imaginables. Mais on n'approfondit rien. C'est ça le problème du journalisme. Il collabore à différentes revues, toujours sous le nom de Jean-Louis Lagore. En particulier, il y en a une là, Est et Ouest, bulletin de documentation anticommuniste, qui publie des études très remarquées sur la politique soviétique et les partis politiques dans le monde. Rien de religieux là-dedans. Hein. Alors ça aussi, c'est la deuxième marque de Madiran. C'est un politique. Ce n'est pas un polémiste, vous voyez, catholique, au sens où Louis Veuillot était un polémiste antilibéral catholique. Louis Veuillot n'était pas un politique. Il se battait au nom de la foi catholique. Vous voyez. Tandis que Madiran, c'est un politique qui, en même temps, évidemment, il a sa foi catholique, il ne met pas son drapeau catholique dans sa poche, mais ce n'est pas ce qui est premier, ni dans sa formation, ni dans ses articles. Il va collaborer à Rivarol. Il va écrire donc dans Rivarol, qui va quitter brusquement lorsque rentrera Lucien Rebattet, qui était un anti-catholique acharné, hein, admirateur du Troisième Reich. Et donc Madiran, là, c'est tout à son honneur, puisqu'il a dit, je ne peux... Rebattet entrant à Rivarol, je ne pouvais qu'en sortir. R-E-B-A-T-E-T. C'est un écrivain très connu, Rebattet. Hein. C'est comme Céline et tous ces gens-là. Donc des païens nazis anti-catholiques. Bon. Oui, mais ça vous donne la note de Rivarol. Hein. Rivarol, ça existe toujours. Le directeur de Rivarol, il va rue Bleue. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. On est concerné. Bourbon. C'est bien, parce que nous, on connaît rien. Alors attendez, il n'y a pas que Madiran. Certains collaborateurs de Rivarol écrivent aussi dans l'itinéraire. Alors qui écrit dans Rivarol et qui, eux, n'ont pas quitté Rivarol, contrairement à Madiran? Michel de Saint-Pierre, toujours lui. François Brignot, qu'on va retrouver partout aussi, dans l'itinéraire, dans Présent, etc. Édith Delamarre, qui deviendra plus tard, elle aussi, directrice de Rivarol,
mais elle écrit dans d'autres, à Mondévy, aux Écrits de Paris, hein, avec Henri Coston, Jacques Bordiot, Léon de Poncin. Donc tous ces auteurs-là, on les connaît, enfin je veux dire, c'est des noms qu'on connaît, et qui ont pu écrire de très bonnes choses par ailleurs, hein. Je dis pas, je les condamne pas, que c'est pas parce que je les cite que je les condamne et qu'on peut plus rien dire d'eux. Simplement, il faut savoir un petit peu que ces gens-là, d'abord, ils sont tous différents, ils sont pas identiques les uns et les autres. Mais ensuite, ça vous montre que tout le monde nageait en eau trouble là-dedans. C'était pas clair du tout. Donc j'ai cité Michel de Saint-Pierre, François Brignot, Édith de Lamarre, Thomas Molnar, un très connu Thomas Molnar, faisait beaucoup de chroniques dans Mondévy. C'est un professeur de philosophie à l'université de je ne sais plus où, aux États-Unis. Nouvelle droite, Thomas Molnar. Absolument anti-catholique. Voyez. Ensuite, après 56, Jean Madiran va être professeur. À l'automne 1944, il fait connaissance d'André Charlier, directeur de l'école des Roches, qui sera réfugié pendant la guerre à Malac. M-A-S-L-A-C-Q. Alors Malac, c'est dans le Béarn, à côté d'Orthez. Donc il va entrer pour enseigner la philosophie, l'histoire, le latin et la biologie. L'école des Roches a été créée en 1899 par Edmond de Molins. Vous dit quelque chose, ça? Non? Je crois que c'est doit être le fils, qui doit être décédé maintenant, est un des piliers fondateurs de la chapelle de Vannes. Le petit-fils de ce monsieur-là, quoi? Voilà. Oui, mais c'est lequel qui était décédé? Oui, non, alors ça, c'est... Non, mais je parle pas de celui-là, je parle de son père. Donc, son fils, effectivement, qui n'était pas si âgé que ça, est décédé dans un accident de voiture il y a quelques années. Mais, si vous voulez, il était... dans toutes les écoles tradies, là, il y avait tous ses enfants, une partie des enfants étaient à Saint-Père, etc. Donc, je veux dire, c'est des gens qui sont impliqués dans l'histoire de la tradition. Non, mais là, on parle de l'ancêtre qui a fondé donc cette école des Roches. C'est une école de gosses de riches. Bon, ça, c'est une expression que je reprends d'une étude, mais c'est tout à fait ça. Où on pratique le cuminisme. C'est là, la cerise sur le gâteau. Le faux, bien sûr. Il y a un aumônier catholique et un pasteur protestant dans la même école. Oui, en 1900. Vous imaginez un petit peu. Alors c'était condamné rigoureusement par l'Église à l'époque. Ah ouais, mais non, mais à l'école des Roches, il n'y a pas de problème. Oui, parce que donc le fondateur du scoutisme en France, c'est bien que tu connais. Non, je connais pas, mais enfin... Oui, parce que le fondateur des éclaireurs, pas des scouts, des éclaireurs de France, donc... non, c'est neutre. Neutre. Après, effectivement, les protestants, les catholiques et les religions vont reprendre l'histoire du scoutisme. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est Berthier, je crois, j'ai oublié son prénom, qui va fonder donc les premiers scouts neutres en France. Je reviendrai plus en détail après sur l'école des Roches, mais déjà, on sait qu'à Malac, dont Jean Madiran va avoir pour élève Gérard Calvet, qui va devenir Don Gérard. Ce garçon, là, après son bac, va rentrer au monastère bénédictin
de l'abbaye de Notre-Dame de Madiran. Ben oui, Madiran, c'est un village. Et c'est justement en souvenir de ce temps-là que Jean Arfel va s'appeler Madiran. D'accord? C'est intéressant, hein? Mais Madiran, c'est référence à Don Gérard. Alors vous comprenez pourquoi, en 1988, quand il y a eu le clash entre Don Gérard et Monsieur Lefebvre, Madiran, il est allé forcément du côté de Don Gérard. Son cœur penchait de ce côté-là. Donc Don Gérard rentre à l'abbaye Notre-Dame de Madiran le 1er février 1950. Bon. Mais il n'existe plus ce monastère, parce que de Madiran, ils iront donc au Bec-et-Loing. Ah oui, donc Don Gérard était moine avant de fonder le barreau? Bien sûr. Ben oui, bien sûr. Ah oui, Il était à Bédouin. ah oui. Il était moine isolé, il était ermite, détaché de son monastère, et ils ont commencé à Bédouin. Jean Madiran va être aussi très lié avec Charles Maurras, qu'il va rencontrer en 1942. Dans un de ses derniers livres, intitulé Le bienheureux Pidis, sauveur de la France, Charles Maurras cite Jean-Louis Lagore, donc Jean Madiran, comme un de ses disciples. Citation: « Nous avons perdu de vue Lagore. On nous l'a retrouvé au fond des Pyrénées. » Au fond des Pyrénées, donc c'est à Madiran, à Malac. Le 1er mars 1956 paraît le premier numéro de la revue Itinéraire. Et pourquoi son combat commence à partir de 56? Qu'est-ce qu'il y a en 56? C'est Pie XII? Oui, c'est la fin de Pie XII. Qu'est-ce qu'il y a en 56? Il y a la réforme intellectuelle et morale qu'il veut lancer. C'est ce qui a motivé la création d'Itinéraire. C'était pas tout d'abord religieux, c'était plus orienté sur la France. Alors, C'était c'est sur les... d'abord politique et ensuite religieux, au départ. C'était plus anticommuniste et Algérie française. Et quand va arriver le concile, eh bien ça va devenir de plus en plus, effectivement, après, plus on avance dans le temps, plus Itinéraire va se concentrer sur la défense du catéchisme et de la messe. Mais au départ, c'était marqué par la cité catholique. Hein. La cité catholique, c'est le combat politique dans la cité. Hein. Ce qui est important de noter, si vous vous en souvenez pour ceux qui ont déjà vu la revue, c'était marqué donc itinéraire et en dessous chronique et document. Et il présente ainsi ses collaborateurs. Ils seront des chroniqueurs et non des docteurs. La chronique est conçue comme une réflexion d'actualité à la lumière de la doctrine de l'Église. D'où ce côté journalistique superficiel. Il s'agit, au milieu du désordre grandissant des esprits chez les clercs et les politiques, de rechercher et d'indiquer les itinéraires qu'il faudrait emprunter pour revenir à la vérité dont le siècle s'écartait dangereusement. Rechercher et indiquer les itinéraires, voyez, d'où le titre de la revue, Itinéraire. Il ne s'agit pas d'enseigner la vérité, hein. Juste d'indiquer des itinéraires pour revenir à la vérité. Vous voyez comment c'est tordu. Au lieu de dire, voilà, nous créons une revue pour défendre la foi, pour défendre les vérités, non,
Il défend pas la vérité, il défend pas la foi. C'est juste une indication d'itinéraire pour revenir à la vérité. Alors, elle est où la vérité? Ben, on sait pas trop. Enfin, au moins l'itinéraire, ça va être par là, quoi. C'est humble dans un sens, c'est humble quand même, parce que... D'apparence. Oui. D'apparence. Mais le problème, c'est que quand vous allez voir la tronche des chroniqueurs, je suis pas sûr qu'on y arrive à la vérité, vous voyez? C'est ça le problème. Et alors, il donne des exemples, les modèles de chroniqueurs. Louis Veuillot, vous n'y êtes pas du tout. Monseigneur Gaume, vous n'y êtes pas du tout. Xénophon, Platon ou Bainville. Bainville, qui est l'historien de l'Action française complètement tordu, hein, à ne pas lire du tout, Bainville. Mais c'est la Bible de tous les gens de ces milieux-là. Hein. Oui, il y a Pour qu'il règne, et il y a Bainville, l'histoire de France de Bainville. Ah oui, ça, enfin, peut-être la garder à titre documentaire, mais c'est absolument pas une référence. Pour Bainville, B-A-I-N et V-I-2-L-E. Pour Bainville, si vous voulez, je résume en gros, hein, c'est de la caricature. Hein, mais en gros, le roi a toujours raison. Quand le roi a tort, confère l'article 1. Oui. Non, et alors on va dire les choses autrement. Le roi de France a toujours raison. Quand le pape a raison, eh bien, confère l'article 1. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et Pour qu'il règne, c'est pas un bon livre? Ah non. Ah ouais, Bon, c'est pas un mauvais livre non plus, mais c'est pas un livre de formation, c'est pas un livre de référence. C'est un livre qu'on peut avoir parce qu'il y a, il y a des citations intéressantes dedans. Donc c'est un côté pratique. C'est comme un dictionnaire. Mais il faut surtout pas former les jeunes avec ça. Parce que là, vous déformez tout. Parce qu'il y a l'apparence de la vérité, mais il n'y a pas toute la vérité. Vous comprenez? Et ce qui manque dans Pour qu'il règne, ça vous fusille tout, ça fait que vous ne pouvez rien comprendre à rien. Vous voyez? Alors, il y avait Bainville, il y avait... Xénophon et Platon. C'est un auteur grec, aucun intérêt. Dire, bon. Pour votre information, ça c'est la petite histoire, la revue itinéraire est éditée à Saint-Brieuc. Parce que, alors ça aussi, mais vous voyez, moi, même en tant que prêtre, responsable de la chapelle, personne ne m'a jamais expliqué la mafia qu'il y avait là-dedans. Et toutes les origines et toute l'histoire. Je l'ai découvert en lisant les études sur itinéraire, mais quand j'étais sur place, personne ne m'a expliqué. Alors vous comprenez que le fidèle qui arrive dans la chapelle, on va surtout pas lui expliquer. Il va certainement pas comprendre, le prêtre lui-même ne comprend pas. Vous voyez ? Mais à Saint-Brieuc, pourquoi itinéraire a été imprimé à Saint-Brieuc? Parce que vous avez un dénommé Beaucoudray, qui, et comme dirait l'autre, Beaucoudray et très peu de points, ou Beaucoudray et 3 points, eh bien, vous aviez, je ne sais plus quel mouvement, avec une revue, et la plupart des gens, si vous voulez, de la chapelle, là-bas de Saint-Brieuc, faisaient partie de l'entente catholique, voilà. Si ça vous dit quelque chose, l'entente catholique. Non, truc invraisemblable, et d'un libéralisme mais hyper avancé. Enfin, je veux dire, il me sapait tous mes sermons avec sa revue à chaque fois. Mais moi, je l'avais jamais la revue. Hein. On me la passait pas la revue, on se la passait de main en main, mais moi, je n'avais pas le droit, vous voyez. Mais pour vous dire que ce Beaucoudray, qui était vraiment un type tordu, était complètement en cheville avec Jean Madiran. Et le problème dans ces cas-là, c'est qu'on ne vous explique jamais rien. Alors,
C'est pour ça que moi je veux vous expliquer les choses pour que vous ne soyez pas perdus. En 1962 est créée l'association des compagnons d'itinéraire. Ça aussi c'est très intéressant parce que pour diffuser la revue et compenser les gens qui ne peuvent pas payer tout leur abonnement, on réunit des bienfaiteurs, des gros bienfaiteurs, qui vont donner beaucoup d'argent dans une association qui s'appelle les compagnons d'itinéraire, dont les locaux vont être où? Hein? Non. Mais c'est là où on va rejoindre rue des Renaudes, au siège de la Cité catholique. À Paris. Vous voyez? Bah voilà, t'as tout compris. Les mêmes bienfaiteurs. C'est-à-dire que la Cité catholique et itinéraire, c'est les mêmes personnes au départ. Les principaux fondateurs donc de ces compagnons d'itinéraire est l'amiral Offand. Mais c'était pas bon non plus, la Cité catholique? Non. Non, au XXe siècle, il n'y a rien qui est bon. Comme ça, vous pouvez pas, vous faites pas d'erreur. Là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Là-dedans, il y a Louis Saleron, qui est connu, qui est aussi un collaborateur d'itinéraire. Par la suite, les compagnons d'itinéraire furent dirigés par Simone de Rouvray, Jean Lucas. Bon, ces gens-là, pas trop entendu parler. Donc le but essentiel de l'association est la diffusion et le soutien de la revue, notamment par des bourses d'abonnement. De Rouvray, il y a une famille avec René? Je crois bien, oui. C'est la grand-mère ou je sais pas quoi, ou la tante, un truc comme ça. En 1979, Jean Madiran se plaint d'une campagne de bouche à oreille de désabonnement en masse, avec reproche de soutenir la soumission au Vatican de Monseigneur Lefebvre. Déjà. Donc, la politique de ralliement de Madiran date déjà de 1979. Vous voyez qu'il a commencé tôt, hein. Cette campagne fait perdre près de 1000 abonnés à itinéraire avec une perte de près de 50 millions de centimes. Du coup, ils avaient trouvé autre chose, c'est des abonnés, d'autres sources. Ouais, on va y venir. En 10 ans, Itinéraire se voit abandonné par l'aile gauche, puis par l'aile droite. Voilà, ceux qui sont du centre. Donc à la création de Présent, du quotidien, Jean Madiran a cessé tout à fait de s'occuper des compagnons d'itinéraire. Par bouderie ou pour toute autre raison, plus ou moins voisine, ils se sont étiolés et sont devenus comme n'existant plus. Ça c'est dans c'est dit par Jean Madiran dans Itinéraire de décembre 1987. Les compagnons ont un arriéré de 312 000 francs. Vous imaginez des sommes que ça représente? Et d'où vient l'argent? Cherchez toujours d'où vient l'argent. À cette époque, la revue a continué à servir des abonnements gratuits que les compagnons n'ont jamais payés. D'où vient l'argent? Oui, ou je sais pas. À l'origine, Présent est un mensuel traditionnaliste. Bon, alors oui, la réponse, on ne l'a pas hein, pour Itinéraire. Pour Présent, on a les chiffres exacts des subventions que Jack Lang a données à Présent. C'est intéressant, hein?
Ah oui. Hein. Merci François. Merci François, oui. Parce que c'est grâce à François qui est présent a pu tenir pendant des années. Hein. Oui, Mitterrand, oui. Non, mais quand vous, ça vous fait pas, ça vous gratte pas les oreilles, ça? On se dit, mais c'est quand même bizarre. Enfin, je sais pas, la tour de David, vous voyez qu'il y a des subventions de Monsieur Hollande. Non, mais ça serait. Mais vous n'avez pas demandé non plus. C'est vrai, madame. Je suis d'accord. Parce que je connais déjà la réponse. Mais ouais, mais faut toujours essayer. Non, c'est que il y avait des relais, forcément. Mais Jacques Lang a toujours aimé l'art moderne. Ah oui, mais je vois pas le rapport avec présent, moi. C'est moderne, quoi. Non. Bon. Oui, mais c'était... Alors, le sous-titre du journal présent, c'est drôlement intéressant aussi. À quel principe ils font appel. Donc, sous le titre présent, c'est marqué « Journal d'appel au rassemblement des énergies et des forces ». C'est quoi ça, les énergies et les forces? Que la force soit avec toi, oui, d'accord. C'est les nouveaux mots qui... Oui, non. Les énergies et les forces de résistance au totalitarisme. Pas une référence à la fois au catholicisme. Hein. Énergie et force de résistance au totalitarisme. Donc le numéro 0 est distribué lors de la journée d'amitié française le 22 novembre 80 à la Mutualité. Lancé grâce à une importante souscription, il a d'abord été vendu exclusivement sur abonnement. Et l'équipe rédactionnelle de fondation, est composée de Romain-Marie Bernard Anthony, directeur général et gérant. Ensuite, Jean Madiran, directeur fondateur. François Brignot, Hugues Kérali de Blinière, Pierre Durand, directeur administratif. Il a été mis en kiosque à partir de 1987. Fidèle soutien du Front National, il puise l'essentiel de ses lecteurs dans le milieu traditionnaliste français. Le conseil éditorial comprend Georges-Paul Wagner, ex-député du Front National et avocat, Action française, Yves Daoudal, par ailleurs rédacteur en chef de la Pensée catholique, on parlera aussi un petit peu de cette revue, Pensée catholique, qui est une revue complètement ralliée depuis longtemps, libérale, qui était le pendant d'Itinéraire, si vous voulez, pour les ralliés. Alain Sanders et Rémi Fontaine. Oui, c'est très, très scout, lui. Le quotidien, qui en 1992 était vendu à 25 000 exemplaires. Et depuis 1983, donc 2 ans après l'accession de François Mitterrand, c'est pour ça que je disais merci François Mitterrand. Depuis 1983, le journal Présent recevait une subvention de 300 000 francs par an. Ça, c'est une manne. Bah, du gouvernement. Du ministère de la Culture, je ne sais qui. Oui, du ministère de la Culture, exactement. Et service du ministère de la Culture. Donc tous ces rédacteurs, tous ces hommes qui tournent autour de Jean Madiran se réunissent dans le Cercle des Hommes Libres, fondé par l'amiral Offand en 1945. Le Club des Hommes Libres est un club très fermé qui se réunit tous les mois pour débattre des sujets les plus divers. Ce club n'édite rien, n'a aucun journal.
Nous connaissons son existence, je vous ai dit, que par le père de Gérard Deslauriers, et aussi un entrefilet paru dans Lecture française numéro de juillet de 90. Le Cercle des Hommes Libres a reçu Bruno Maigret, délégué général du Front National, à son déjeuner mensuel. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a un déjeuner mensuel et qu'il existe ce club. Point, terminé. C'est la seule chose qu'on sache officiellement. Donc, Lecture française de juillet 90, page 47. Je vous donne pas la ligne, mais c'est précis, j'ai la preuve. Georges-Paul Wagner fut envoyé au début des années 80 au Convent international des hommes libres qui se tenait à Berlin. Autres membres du Club des hommes libres, Madiran, Louis Saleron, Marcel Clément, l'abbé Luc Lefebvre, Gustave Thibon, l'amiral Offand évidemment, Roland Gaucher du Grèce, anti-catholique aussi lui, comme Thomas Molnar, Georges-Paul Wagner, Michel de Saint-Pierre, toujours les mêmes. Voilà. Donc si vous voulez, le Club des hommes libres fonctionne comme un Rotary Club, comme le club du siècle, c'est un club. Donc, en fait, ce qu'expliquait le père Guérard, c'est pour ça que ça l'a révolté, qu'il l'a dénoncé, c'est pourquoi ils se réunissent tous les mois à déjeuner. C'est pas uniquement pour se faire une bonne bouffe, hein. C'est surtout pour dire, bon, dans nos revues, dans les différentes revues de la tradition, on parle de ces sujets-là, tel sujet. On parle pas de ça, vous voyez. Donc, c'était vraiment pour orienter les articles des revues dans le même sens, pour que toutes les revues parlent presque d'une voix unanime, quoi. Vous voyez? Voilà. Henri et André Charlier, donc ce sont les deux frères Charlier qui sont pris comme modèle par le centre Charlier. Le centre Charlier, c'est le centre Henri et André Charlier. Les grandes références de toute la mouvance du Barou et puis de Chrétienté Solidarité, justement, de Romain Marie. Donc signalons que les deux disciples de ces deux frères considérés comme les deux maîtres de la droite catholique ont créé le centre Henri-André Charlier qui s'adresse principalement aux élèves des classes de terminale, de lycée ainsi qu'aux étudiants de l'enseignement supérieur. Ce centre Charlier a été fondé en avril 1980 par Romain Marie ou Bernard Antony. Cette organisation a pour objet de propager l'enseignement de ces deux personnes dans la droite catholique. Depuis qu'il existe, le centre organise les universités d'été et les journées d'amitié française. Donc les Charliers ont ont eu affaire longtemps plutôt à l'école des Roches. Alors, ont été à l'école des Roches, soit comme professeur, soit comme élève. Comme professeur, André Charlier, même directeur de l'école, André Charlier. Jean-Marie Popper comme professeur. Georges de Nantes comme professeur de philosophie. Gérard Calvet comme élève, qui viendra dans Gérard. Le fils du roi Bao Dai, donc du Vietnam, c'est ça? Bao Dai. Enfin, c'est l'Asie, là-bas. Ouais. Henri Brincard, aujourd'hui pseudo-évêque du Puy-en-Velay. Les deux fils de Robert Hersan. Laurent Allier, le frère de Jean Hédern Allier. Louis Poels, donc décédé maintenant, mais qui était directeur du Figaro Magazine. Complètement nouvelle droite aussi, lui. Très ami de Don Gérard. Hein. Régulièrement, Louis Poels débarquait au Barou. Il avait son couvert de mie. Il allait parler à Don Gérard quand il voulait. Hein. C'est lui qui a fait des articles, d'ailleurs, avec des magnifiques photos sur le Barou dans le Figaro Magazine. Mais cela d'atteste et s'explique, c'est pas un hasard. Quand vous voyez, si vous ouvrez, si vous voyez Le Point, l'Express ou je ne sais quoi, moi,
et puis vous voyez un article sur, je sais pas moi, le monastère de Santa Cruz ou de Bellaigue ou je ne sais quoi, dites-vous pas que c'est un pur hasard, c'est simplement un journaliste qui a eu la curiosité d'aller voir. Oui. Non. Si il y a un tel article dans un tel journal, c'est que forcément, il y a des liens très forts, quelque part, entre le journal et quelqu'un, un responsable de la communauté. C'était le cas pour Pauwels et Don Gérard. Donc le fondateur Edmond de Molins prend comme principe l'éducation anglaise, ce qu'on appelle la nouvelle éducation, qui soi-disant aurait été supérieure, voyez, à l'éducation catholique française. Parce que pour lui, de Molins, les peuples protestants sont bien plus supérieurs aux peuples catholiques. Alors déjà, vous voyez, le principe de base est un peu faussé. En quoi tient cette supériorité? Il écrit un livre carrément dessus. Le titre du livre, paru en 1897, « À quoi tient la supériorité des anglo-saxons ?» Les thèses de ce livre ne sont ni plus ni moins que celles de l'abbé de Tourville, donc qui était un moderniste acharné. Cette doctrine essentielle est celle du self-help, c'est-à-dire de l'initiative privée qui peut seule assurer le salut des nations comme des individus. C'est le libéralisme poussé jusque dans ces derniers retranchements. Respect de la personnalité et de la liberté de l'enfant. Désintéressement des parents qui élèvent leur fils pour le bonheur du fils et non pour la gloire de son père. Regard tendu vers l'avenir et non vers le passé. Devoir de ne pas dédaigner les métiers manuels qui font partie de la culture générale. Tout n'est pas faux, hein, tout n'est pas mauvais, hein, mais je veux dire, c'est le contexte et les principes poussés à l'extrême. Trouver dès que possible un métier qui assure leur avenir. Là, ça, c'est les grandes thèses défendues par De Molins. En septembre 1898, De Molins passe ses vacances à la Guichardière, propriété normande à 3 km de Verneuil. Il entre en possession du château des Roches, puis il écrit son livre « L'éducation nouvelle ». Georges Berthier, voilà, collaborateur de De Molins. Ils étaient ensemble, ils ont démarré ensemble, mais Berthier était beaucoup plus jeune. Donc Berthier va devenir le successeur de Molins, à la tête de l'école. Et il va reprendre tous les principes de Maria Montessori. Là encore, tout n'est pas faux dans la méthode de Maria Montessori, sauf qu'il faut savoir que la Montessori, c'est une théosophe. Donc New Age. Aujourd'hui, on dit New Age. À l'époque, on disait théosophe. C'est la même chose. Donc Georges Berthier est cofondateur des Éclaireurs de France en 1911. Et son totem, scout, c'est le vieux loup des roches. Et il se réfère, vous voyez, en particulier à Rabelais et Montaigne, Comenius. Et Comenius, c'est un auteur très connu, si vous voulez, gnostique, ésotériste, etc., qui est un des maîtres à penser de l'UNESCO. Donc l'UNESCO, c'est une partie, donc ça dépend de l'ONU, hein, c'est complètement maçonnique. Déjà Berthier, vous voyez, se référait à ce genre d'auteur. Faut lire, pour connaître plus avant Comenius, comme Montessori ou d'autres, il faut lire le livre excellent d'Epiphanius. Epiphanius, c'est évidemment un pseudonyme, hein, mais c'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est un professeur d'université en Italie.
dont le titre est Maçonnerie et secte secrète, publié au Courrier de Rome. Un autre maître de l'école des Roches, c'est ni plus ni moins que Jean-Jacques Rousseau. Formidable, hein? Si certaines affirmations de Rousseau, dit Berthier, sont inacceptables pour un chrétien, sans qu'il précise lesquelles, n'oublions pas d'autre part que bien des mouvements de l'éducation ont été faussés par le courant janséniste, si éloigné lui aussi de la véritable tradition chrétienne. Entre deux courants si éloignés de la véritable tradition, Berthier ne choisit pas saint Thomas ou saint Jean Bosco, mais l'horrible dégénéré Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Bon, après les maîtres Comenius, Montaigne, Rabelais, Rousseau, eh bien il y a la pratique, la mise en pratique de ces maîtres dans l'école, spécialement en matière religieuse. De Molins et Berthier vont mettre en application les principes de Comenius sur le christianisme, tolérant en établissant une double aumônerie, une catholique et une protestante. Le 2 mai 1909, Monseigneur Meunier, évêque d'Évreux, venait bénir solennellement la chapelle catholique due au talent de Maurice Thorez. La chapelle protestante date de 1910, donc un an après. L'éducation nouvelle fait appel à la liberté de l'enfant et lui laisse le plus large part dans la conquête de sa foi, comme dans sa vie religieuse. Donc c'est la liberté religieuse pratiquée dès le plus jeune âge. Donc c'est Vatican II, 60 ans avant. Donc qu'il soit catholique ou protestant, l'élève de l'école des Roches doit dans toutes ses démarches religieuses avoir et donner l'impression d'une spontanéité totale. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'école des Roches se replia à Malac, dans les Pyrénées. Le frère du cardinal Garonne, Louis Garonne, va succéder à Berthier à la direction de l'école. André Charlier entre à l'école des Roches comme professeur en 1924 et devient directeur en 1940. Fidèle aux principes des écoles nouvelles auxquelles il avait entièrement adhéré, André Charlier maintint les grands axes édictés par De Molins. Autodiscipline, prise en main par les capitaines, cadre naturel, sport et libre discussion, favorisant la formation du caractère. Il conserva surtout la pratique des deux chapelles, donc protestante et catholique. À l'intérieur de la même école, la religion catholique et la secte protestante avaient leurs aumôniers. Mais alors l'aumônier catholique, c'était un modernisme furieux. Même donc Jean-Marie Popper, qui est vraiment ultra-libéral, et sa femme l'était encore plus, puisqu'elle venait des milieux catholiques de gauche, était quand même elle-même choquée par les propos de l'aumônier. Et là, un jour, c'est Popper qui a écrit ça dans son livre « Les chrétiens de la déchirure » chez Robert Laffont, page 105, j'ai la preuve. Un jour que Madame Popper lui opposait l'évangile, l'aumônier lui rétorqua « Les évangiles, qu'avez-vous à m'assommer, madame, avec les évangiles? Les évangiles, qu'est-ce que c'est? Quelques grossiers libelles de propagande composés par des meneurs incultes. » Fin de citation. Voilà le grand aumônier catholique qui a formé Don Gérard et tous les autres. Hein. D'accord? Bon, j'arrêterai là. C'est une catastrophe. Mais ça a marqué des intelligences, ça. Vous comprenez? Et après, si vous voulez, former des jeunes enfants, des jeunes adolescents, des jeunes gens, avec des aumôniers pareils, avec une école pareille, des deux religions, ça va donner des chefs de file, des chefs de revue, des pères abbés de monastères. Don Gérard, c'était pas son nom, ça? Si, Don Gérard Calvet. Don Gérard Calvet. Gérard, c'est son prénom. Parce qu'il y a Don Gérard. Non, Don Gérard, c'est pas la même chose.
Ah, ça n'a rien à voir. Le père Guérard, c'est Non, mais il y a autre chose aussi. Il y a donc... des grands oui, Guérangers. je confonds, ah oui, Oui. Alors Jean Housset maintenant. Jean Housset, qui est né en 1914. Jean Housset est un auteur engagé. Ses premiers travaux étaient fréquemment recommandés par l'Action française et Charles Maurras. On retrouve toujours l'AF de Maurras. Et ce qui est intéressant, c'est que Charles Maurras, au congrès des étudiants d'Action française de Lyon, le désigne comme l'un des plus sûrs continuateurs de son œuvre intellectuelle et morale. Ça, c'est une recommandation. Hein. Donc, après la libération de 1945, il fonde le mouvement qui deviendra célèbre sous le nom de Cité catholique, puis de Office international, rue des Renaudes. Sa revue Verbe, qui est l'équivalent d'itinéraire, mais pour l'Office, hein. Son livre fondamental est Pour qu'il règne, préfacé par Monseigneur Lefebvre en 1956. Donc vous voyez que tout ça c'est très lointain. Alors propagateur d'une action capillaire, inventeur d'un sociabilisme discuté, il a été aussi le théoricien d'un pouvoir temporel du laïcat chrétien restauré. Ça c'est toutes les théories délirantes de Jean Housset Pour qu'il règne et de l'Office. Tout reviendra par les laïcs. Les laïcs. C'est les laïcs qui vont tout faire. Et ils vont tout faire comment? Ils vont tout restaurer tout seuls comment? Par capillarité. Alors qu'est-ce que c'est que la capillarité? Pour comprendre, c'est une référence aux vaisseaux sanguins. Hein. Donc les vaisseaux capillaires, c'est les petits vaisseaux qui irriguent jusque. Alors donc il faut faire des cellules, voyez, donc des petits groupes d'études, de bouquins, un peu partout en France, et puis la circulation de l'information, des livres, va faire que les choses vont se rétablir en France comme ça. Il avait un autre principe, Jean Housset, c'était les 1000. Il a dit, avec 1000 hommes, on restaurera l'ordre temporel en France. Absurde. Non, mais même, non, pas au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, les 1000 hommes, ils avaient le chef, ils avaient le gouvernant, ils avaient le roi avec eux. Là, on fait quelque chose. Tandis que Jean Housset, il n'y a personne. C'est 1000 bonhommes qu'on rassemble comme ça, et avec 1000 bonhommes, il dit on va refaire la France. Mais c'est n'importe quoi. Sans chef, vous faites rien. Vous mettez 1000 wagons sur un rail, vous pouvez les regarder, vos 1000 wagons, ils vont jamais avancer. Hein. S'il n'y a pas la locomotive, c'est fini. Vous voyez, c'est ça l'illusion de la cité catholique de Jean Housset, c'est de dire qu'avec 1000 hommes, il va restaurer la France chrétienne. C'est du n'importe quoi. Il courait derrière, lui. Soutenait, lui. Il applaudissait. Mais jamais il va se mettre à dos, jamais il va critiquer, jamais il va corriger ces gens-là. Il va toujours les amadouer, leur faire des compliments et des encouragements. Il était fait comme ça. Oui. C'est pour ça qu'ils ont fait alors les 3000 hommes à... Oui. Et on recommence, voilà, en 1996, pour le 15e centenaire. Voilà. Il n'y a pas de chef. Ah, ils ont eu les 3000 hommes, et puis après on a fait quoi? Rien, on est rentré à la maison, quoi. Donc vous voyez, tout ça imbibe la revue itinéraire, et va imbiber les cerveaux des lecteurs qui vont lire régulièrement itinéraire. Michel de Saint-Pierre, celui-là, c'est le pompon, le summum du summum. Et pour bien comprendre qui est Michel de Saint-Pierre, je vais vous lire un extrait
Les protocoles des sages de Sion. Des sages de Sion. Ça, c'est un livre formidable. Comment? Alors, ce sont les procès-verbaux d'une réunion, de plusieurs réunions des grands dirigeants de la judéo-maçonnerie mondiale. Donc, en 1900 et quelque chose, je ne me rappelle plus la date exacte, mais c'est au tout début du XXe siècle. Bien sûr, ils ont dit que c'était des faux. Ils ont nié en bloc. Ils ont dit que c'était des purs mensonges. Alors, voilà un extrait qui nous intéresse par rapport à la presse. Aucune information ne pourra paraître et pénétrer dans les masses sans passer par notre contrôle, puisque même à l'heure actuelle, toutes les nouvelles sont reçues de toutes les parties du monde par un petit nombre d'agences qui les centralisent. Ces agences, créées par nous, ne rendent public que ce que nous leur prescrivons. Donc l'AFP, l'Associated Press, etc., vous voyez, sont des agences de presse contrôlées par eux. La littérature et le journalisme sont deux facteurs des plus importants de l'éducation. C'est pourquoi notre gouvernement deviendra le propriétaire de la plupart des périodiques. Quant aux autres, ceux dont on ne sera pas propriétaire, écoutez, quant aux autres, nous les achèterons au moyen des subventions. 300 000 francs par an. Pas pour rien. Pourquoi Jack Lang donne 300 000 francs par an à présent? Parce que ceux dont on ne pourra pas se rendre les propriétaires, nous les achèterons au moyen des subventions. Ça a été écrit dans les protocoles. Nous acquérerons de cette façon une influence énorme. Sur 30 périodiques, 25 seront édités par nous. Mais comme le public ne doit pas se douter de cet état de choses, nos périodiques seront d'opinions les plus opposées. Ce qui nous assurera la confiance et attirera vers nous nos ennemis. Ben voyons, c'est génial. Dont nous pourrons ainsi, grâce aux abonnements, dresser toutes les listes. Abonnez-vous à présent, comme ça on vous note dans le... On sait que monsieur et madame Intel, telle adresse, voilà, ils sont de ce côté-là. Oui. Nous placerons au premier rang la presse officielle. Elle veillera constamment à la défense des intérêts du gouvernement. Et ce qui est sûr maintenant de toute façon, parce que maintenant ils savent Oui, qui fait quoi. oui, bien sûr. Au deuxième rang viendra la presse semi-officielle, dont le rôle sera de réunir les indifférents et les tièdes. Et au troisième rang, nous placerons la presse de tendance d'opinion totalement opposée aux nôtres, et parmi laquelle nous aurons au moins un organe à nous, qui sera le porte-voix de chaque parti. Ces différents partis se confieront à ces organes et nous découvrirons leurs cartes. Cette troisième catégorie de notre presse représentera les tendances aristocratiques, républicaines, révolutionnaires, anarchistes, conservatrices, légitimistes, et tout ce que vous voulez. Survivantistes, parce qu'il ne faut pas les oublier, ceux-là. Ceux-là, en général, les collimateurs, les dingues de Louis XVII, là, font partie de la bande. Comme le dieu indien Vishnu, nous posséderons ainsi 100 mains, dont chacune tâtera le pouls aux divers représentants de l'opinion publique, quels qu'ils soient. Quand le pouls s'accélérera dans la lutte d'opposition, alors une de ces 100 mains dirigera le parti agité vers notre but. Oui. Civitas qui s'agite dans tous les sens, alors on va le diriger vers notre but. Parce que celui qui est surexcité, écoutez bien ça, ouais, mais gros sein, il veut jamais qu'on fasse rien. Parce que celui qui est surexcité perd tout jugement et tout sang-froid et subit facilement l'impulsion des autres, croyant qu'étant aidé, il vaincra plus rapidement l'ennemi. Tous ensemble, tous ensemble.
On les aura! Allez les gars, on y va! Hein? Et les autres, ils poussent, allez-y, allez-y, allez-y. Alors plus je crie, plus je gueule dans la rue, plus je défends la vérité et l'honneur de Jésus-Christ. Allez, on y va! Et puis alors, ils sont là avec leurs pancartes et ça gueule dans les micros. Et ils croient comme ça, vous voyez, qu'ils sont aidés, soutenus, alors qu'en fait, c'est la judéo-maçonnerie qui est derrière. Ceux qui supposeront répéter l'opinion de leur parti, même si c'est Civitas, ne rediront en réalité que ce qu'auront écrit nos agents pour les exciter davantage. C'est-à-dire que plus les slogans sont violents contre ces salopards d'homosexuels, plus ça vient des judéo-maçonniques. Parce que ça sert à rien. Puis d'abord, ces pauvres gens, la plupart, c'est des pauvres pêcheurs, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer. Bon, même s'il y a des gangsters là-dedans aussi, c'est évident. Mais je veux dire, c'est pas en excitant la haine des gens contre ces pauvres gens qu'on va résoudre quoi que ce soit. Le problème, il n'est pas là. Je relis. Ceux qui supposeront répéter l'opinion de leur parti ne rediront en réalité que ce qu'auront écrit nos agents pour les exciter davantage. S'imaginant suivre le drapeau de leur parti, drapeau bleu, blanc, rouge avec le Sacré-Cœur, ils marcheront derrière notre bannière que nous déploierons pour eux. Fin de citation. C'est génial. Ça rejoint les documents de la haute vente. Hein. Nous voulons une révolution en tiare et en chape. Ce sont les mêmes qui ont écrit les deux. Alors Michel de Saint-Pierre est justement ce militant royaliste et catholique et aristocratique et traditionnaliste, enfin le nec plus ultra, quoi. Dire. Il est conseiller municipal dans le 16e arrondissement de Paris en 1944. Et ensuite, il va être maire adjoint de Saint-Pierre, du Val, dans l'Eure. Voilà, c'est là où il habitait, jusqu'à sa mort. Parce qu'un Saint-Pierre dort à Saint-Pierre. Il fut candidat aux élections municipales à Paris sous la bannière de Tixier-Villancourt. En 69, il fit campagne en faveur de Georges Pompidou. Écoutez, hein, il fit campagne en faveur de Georges Pompidou, son ancien collègue à la banque Rothschild. Ah, c'est intéressant ça. Militant de l'Alliance France-Israël, il signa un appel aux amis d'Israël en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Et aussitôt, après, il rejoint le Front National, bien sûr. Avec la banque Rothschild, il fait quoi? Il travaillait à Rothschild avec Pompidou. C'est normal. Ah oui. Oui. Ah, il ne prend pas ses oreilles, Valentin. On ne s'est pas trompé. Militant de l'Alliance France-Israël, il signe un appel aux amis d'Israël en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Donc il soutient la candidature de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Non, ouais. C'est pire encore que de travailler chez Rothschild. Oui. Et donc, comme Giscard s'est pris une veste, ben, il va au Front National. Normal et logique. 1974, il fonde Credo.
Credo, c'est une association et un bulletin du même nom, Credo, en vente dans tous les bons prieurés. Association de chrétiens traditionnalistes, anticonciliaires, mais refusant de rompre avec Rome. Donc tout à fait dans l'esprit de Madiran. Donc en 70, à partir de 1970, de 70 à 75, tous les ans, monsieur l'abbé Coache, donc je ne présente pas, vous connaissez, hein, l'ancien curé de Montjavoux, qui ensuite a acheté la maison Lacordaire à Flavigny, hein, qui sera ensuite vendue à la Fraternité pour faire le séminaire. Mais à l'époque, quand l'abbé Coache a acheté Flavigny, c'était pour sa sœur, hein, c'était un couvent, donc les petites sœurs de Saint-François étaient dans la maison Lacordaire de Flavigny, et l'abbé Coache en était l'aumônier. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette maison, avec l'abbé Coache, des réunions internationales de prêtres qui venaient du Mexique, des États-Unis, d'Amérique du Sud, etc. Il a fait beaucoup de choses, l'abbé Coache, dans la maison Lacordaire. Donc de 70 à... C'est pas la fraternité encore. Non, c'était l'abbé Coache, il était indépendant. Lui, c'est un ancien curé du diocèse qui a quitté son diocèse, qui a même dû être excommunié par son évêque, je crois, et qui a continué le combat aux côtés de la fraternité, mais de façon indépendante. Il n'est pas encore. Il n'est pas sédévacantiste. Non, il a jamais été sédévacantiste vraiment, non. Mais il était sympathisant, on va dire. Mais il n'a pas fait le pas, il est mort il y a longtemps. Donc en 70, il fait tous les ans un pèlerinage à Rome, avec de nombreux fidèles. Donc ce qu'on appelle le pèlerinage des 7 basiliques. En 75, à la même date, je sais pas moi, il faisait peut-être ce pèlerinage, il devait peut-être durer 3 jours, quelque chose comme ça. Mais exactement au même jour de commencement, au même jour de fin, Michel de Saint-Pierre arrive avec son association Credo pour organiser le même pèlerinage. C'est pas de la concurrence, ça? C'est pas du sabotage? Mais Michel de Saint-Pierre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Monseigneur Lefebvre de venir dire la messe à Rome, dans les arènes, là, je sais plus, il y a des photos, c'est très connu, hein, et ben l'abbé Coache, il n'avait plus qu'à aller se rhabiller. Voyant ça, voyant qu'il était complètement désapprouvé, délaissé par Monseigneur Lefebvre, en 76, il dit, bon, moi je fais plus de pèlerinage. Donc, le seul qui avait le monopole du pèlerinage à Rome, c'était Michel Saint-Pierre. Terminé, formellement. Alors après, l'abbé Coache, il s'est rabattu sur Lourdes. C'est là où il a commencé, après, à faire ses pèlerinages au mois d'octobre pour le Christ-Roi et tout. Mais au départ, c'était à Rome, et c'est Michel de Saint-Pierre qui est arrivé pour tout lui casser. Et comme par hasard, Monseigneur Lefebvre, il choisit Michel de Saint-Pierre. Oui, oui, oui. Même s'il n'avait pas pris position de façon tranchée. Dans le tollé pour son roman de 1964, Les Nouveaux Prêtres, il écrit en 65 une lettre à nos évêques et à nos prêtres, qui fait parvenir à tous les évêques de France. Là, vous parlez de Michel de Saint-Pierre? Oui, de Michel Saint-Pierre, mais il l'a écrit avec Madiran et avec Jean Housset, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais ça l'a fait énormément connaître, si oui, comme étant un traditionnaliste, quoi, un résistant. Et l'épiscopat, évidemment, n'a pas répondu, ça a été un silence assourdissant. C'est pas fini, hein. Président du Rotary Club de Pont-Audemer. Oh, vous avez les preuves, hein? Ouais, preuves. Courrier Cauchois, c'est le journal local, du 17 avril 1970. Bon, d'accord, j'ai pas la page, mais déjà, j'ai le journal et la date. Vous savez que je connais quelqu'un qui est au Lions Club et qui m'a dit qu'il avait quitté le Rotary Club parce que tous les Rotariens finissaient franc-maçon. Oui. Oui. Et Rotary Club, en quelle année vous avez dit?
Alors, enfin, là, l'article de presse, c'est en 1970. Donc, c'est vraiment... on sait qu'il faisait partie du Rotary en même temps que Monsieur Lefebvre fondait la fraternité. Donc, toute sa collaboration qui a suivi, c'était en tant que membre du Rotary. D'accord? J'en sais rien. Ça, je peux pas vous dire. Donc, toujours dans le même journal, le Courrier Cauchois, il déclare sa communion avec l'État d'Israël. Il dit « La vocation d'Israël est tellement messianique que tout gouvernement qui ne vivrait pas avec le Dieu du Talmud ne vaudrait rien. » Mais attendez, mais c'est ce gars-là à qui Monseigneur Lefebvre fait confiance contre la BCOH. On croit rêver. La vocation d'Israël est tellement messianique que tout gouvernement qui ne vivrait pas avec le Dieu du Talmud ne vaudrait rien. Cet article est signé Bernard Boury, B-O-U-R, 2-R-Y. Bon, peu importe. Il organise des pèlerinages en Israël avec le rabbin Grunewald et le rabbin Kaplan. Un Kaplan qui est ancien grand rabbin de France. Hein. Oui, les preuves. Oui, les preuves. Journal du Parlement, numéro 140, janvier 1979. Journal du Parlement, numéro 140, janvier 1979. Ce ne sont pas des ragots, ce ne sont pas des calomnies, ce ne sont pas des mauvaises langues. C'est le journal officiel de l'Assemblée. Il est membre de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et cette appartenance est confirmée par Jean-Pierre Bloch, le président de la LICRA, qui écrit « L'ami que je serre sur mon cœur, c'est Michel de Saint-Pierre ». Et Jean-Pierre Bloch, qui dit ça, il était président aussi des Bnei Brit de France. C'est une loge uniquement juive. Ouais. Michel de Saint-Pierre était aussi un très grand ami de Louis Pauwels, qui était franc-maçon, Louis Pauwels. Ah non, c'est Baden-Powell. Là, Louis Pauwels, c'est le directeur du Figaro Magazine, mais qui a aussi écrit Le Matin des Magiciens, et qui a dirigé la revue Planète, qui est complètement gnostique et ésotérique. Oui, Pauwels était à l'école des Roches. Donc Michel de Saint-Pierre publie lui-même une lettre ouverte à Louis Pauwels, dans laquelle il dit « Tu viens de publier un livre étrange, surprenant, sous un titre que tu empruntes à Nietzsche, Comment devient-on ce que l'on est ? Ce bouquin me fascine, je retrouve souvent d'une page à l'autre de mystérieuses correspondances, un singulier accord avec certains de mes sentiments. Cela peut-être explique notre amitié qui vient moins d'un lien intellectuel que d'une manière commune de réagir et de sentir. » Ça ne veut pas dire grand-chose, sinon qu'ils sont amis de longue date. Voilà.
Louis Salleron. Alors Louis Salleron, c'est lui qui a écrit un livre sur la Nouvelle Messe, hein, qui était la grande référence. On faisait toujours lire la Nouvelle Messe de Louis Salleron quand on arrivait dans le milieu tradi. Louis Salleron, c'est un admirateur de Jean Borella, qui est un gnostique guénonien. Et de Teilhard de Chardin, un jésuite complètement allumé qui est aussi gnostique, hein, complètement hérétique. Enfin bon. Teilhard de Chardin. Alors c'est T-E-I-L-H-A-R-D, Teilhard. Non, mais on se demande comment on nous présente Louis Salleron comme étant une référence, quoi. Et Louis Salleron va faire école, c'est-à-dire qu'il va entraîner derrière lui. Donc Louis Salleron, je vous rappelle, il a participé lui aussi au gouvernement Vichy. Il a été conseiller au ministère de l'Agriculture, je crois. Donc c'est avec Madiran, avec Michel de Saint-Pierre, ce sont les anciens, c'est vraiment ceux qui ont fondé la revue et qui sont les plus âgés. Eh bien, il va entraîner dans sa gnose guénonienne, voyez, d'autres écrivains comme Gustave Thibon, Marc Dème, Yves Daoudal, Yves Chiron. D'accord ? Bah oui. Alors Marc Dème, on va en parler après. Là, je vais peut-être m'arrêter, on reprendra plus tard, on va s'arrêter à Thibon. Mais tous ces auteurs-là, Marc Dème, il a écrit donc des livres, Il faut que Rome soit détruite, etc. Après, il a fondé une revue, Iota Unum, qui était lue partout dans tous les prieurés. Yves Daoudal, il est devenu directeur de la pensée catholique. Il écrit dans Présent tout le temps. Enfin, c'est un auteur qui est ultra libéral, mais enfin rallié, tout ce que vous voulez, mais qui est très connu aussi. Yves Chiron, il est professeur à l'école de Châteauroux de la Fraternité. Il écrit un nombre de livres incalculable. Enfin, c'est un auteur qui est très prolixe. Gustave Thibon, tout le monde lit Thibon. Les livres de Gustave Thibon sont étudiés par les bonnes élèves des dominicaines de Fangeau et de Brignoles. Et même Thibon est allé faire des conférences, parce que j'ai vu le disque à l'époque, c'était édité par la Serpe, vous savez, du temps où il y avait encore des vinyles, hein, il y avait des conférences de Thibon aux dominicaines de Fangeau. Attendez, ce gars-là, il dit qu'il n'a pas la foi, qu'il n'a jamais eu la foi. Donc voilà, ça montre là, bon, là je vais très rapidement, mais ça montre un peu, si vous voulez, le délire de ce bouillon de culture que représente Itinéraire. Donc on verra aussi Marc Dème une autre fois. Hein, je ne vais pas faire Marc Dème aujourd'hui, mais Marc Dème, c'est pareil, c'est quelqu'un d'extrêmement bizarre. Il a écrit des livres sur les juifs de l'espace. N'importe quoi. Oui. Attendez. Déjà que les juifs d'ici, c'est pas drôle. Ah non, mais c'est absolument hallucinant. Hein. Bon, c'est un livre qui est pas, c'est de la science-fiction, oui. Mais je veux dire, ça montre. Il faut voir ce qu'il écrit dans ce livre-là, quoi, etc. Alors. Voilà, donc je ne veux pas continuer plus, parce qu'après ça fait vraiment trop long. Mais enfin, vous avez déjà un petit aperçu qui est pas mal
sur l'état de la revue itinéraire et donc de l'influence, si vous voulez, de la pensée des catholiques de tradition qu'on a dans nos chapelles.